Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Philosophie, le podcast où l'on explore ensemble comment rester dans son axe au cœur du mouvement de la vie et prendre sa juste place pour traverser le quotidien avec plus de clarté, de liberté et de joie. Alors, dans comment le yin yoga nous apprend-il à ralentir et à nous reconnecter à nous-mêmes? Dans un quotidien souvent rythmé par l'action, la performance, le toujours plus, il devient difficile d'écouter réellement ce qui se passe en nous. Le corps est souvent sollicité, parfois ignoré. Alors, pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Anoni, professeure de yin yoga et de vinyasa, c'est ça? Vinyasa, tout à fait. Et donc autrice du livre Le Yin Yoga, éloge de la lenteur, paru aux éditions La Plage. Et donc ensemble, nous allons explorer la pratique du Yin Yoga et ce qu'elle transforme dans notre rapport au corps, au temps et à la conscience de soi. Alors écoute, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Bonjour du coup et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pour la petite histoire, je te connais un petit peu puisque tu es ma prof de yoga en fait, à distance, puisqu'on ne se connaît pas, mais en visio. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu envie justement d'aller à ta rencontre, parce que j'aimais bien la manière dont tu transmettais aussi les enseignements à travers les pratiques que tu proposes à tes élèves. Et justement, pour, j'allais dire, découvrir ton univers. Dans les grandes lignes, quel a été ton parcours et comment en es-tu arrivé au yin yoga? Alors, moi j'ai un parcours, je pense, de vie et un parcours dans l'univers du yoga qui est assez classique, on va dire. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'édition et il se trouve que comme plein de personnes, j'étais bah, assez stressée, j'avais voilà, une charge mentale qui était ce qu'elle était, hein, voilà. Univers un petit peu parisien, donc ce genre de vie rythmé par voilà, métro, boulot, dodo. Et puis voilà. Et puis donc, il y a un moment où j'ai voulu un peu me prendre en charge et j'avais évidemment entendu parler du yoga. Et j'avais l'impression que le yoga, c'était un truc un peu magique et que en pratiquant quelques fois par semaine, j'allais pouvoir m'auto-réguler, gérer mon stress et puis tout serait pour le mieux. Donc, j'ai entrepris de rentrer dans cet univers et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et il se trouve que c'est pas magique. Donc, voilà, j'ai vécu une petite déconvenue, on va dire quand même, parce que ça me faisait du bien. Malgré tout, l'environnement est resté ce qu'il est. Donc, c'était entre guillemets, en tout cas dans un premier temps, ça n'a pas été suffisant. Malgré tout, ça a déclenché une envie de changement. Donc, je pense que quelque part, voilà, il y a une graine qui a été semée et qui a commencé un petit peu à pousser. Il y a des choses qui ont émergé. Et, et il se trouve qu'en fait, dans mon parcours professionnel, je suis arrivée à un stade, j'adorais le métier que je faisais dans l'édition, mais je suis arrivée à un moment où j'avais envie de changement, enfin, j'avais envie d'évolution, on va dire, et au sein de la boîte dans laquelle j'étais, c'était plus possible. Et puis j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pourrais faire, et il se trouve qu'en fait, à ce moment-là, donc j'avais le yoga dans ma vie, et puis j'avais commencé à faire des thérapies brèves un petit peu parce que j'étais maman depuis pas très longtemps. Et, et ça m'a énormément soutenue enfin, ça m'a apporté énormément. Et j'ai eu envie de pouvoir proposer aussi un petit peu de tout ça aux autres. Et Mhm. en fait, j'ai décidé donc de changer de boîte, en tout cas dans un premier temps, pour amorcer une transition professionnelle dans laquelle j'envisageais d'être thérapeute sur des types de thérapies brèves et prof de yoga. Et puis dans ma tête, je me suis dit qu'en fait, le yoga, c'était sûrement le volant de formation qui allait être le plus long, parce que j'avais regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Et j'ai commencé donc à faire, enfin, je me suis inscrite en formation de yoga en me disant, ce truc-là, ça va me prendre plus de temps, donc je commence par ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'univers du yoga, enfin, c'était vraiment une boîte à outils tellement riche que potentiellement, les thérapies brèves, j'en aurais peut-être pas l'usage. Et surtout, il y a des ressources en yoga qui sont très proches de ce que propose, par exemple, la sophrologie ou l'hypnose ericksonienne. Bon, même si j'ai pas finalement fait de formation à Yoga Nidra, mais bon, bref. Donc voilà. Donc j'étais un petit peu dans cette démarche-là, volonté, moi, de découvrir un petit peu toutes les ressources qu'on peut avoir dans l'univers du yoga et puis peut-être d'autres afin du coup de proposer aux autres des éléments finalement qui, sur le moyen terme,
m'avait apporté du mieux, pour que les autres puissent aussi profiter de ce mieux. Et ce qui est un petit peu, finalement, quand tu regardes la manière dont le yoga s'est organisé, la transmission du yoga s'est faite, même au fil des siècles, il y avait une idée de... en fait, on est un peu des passeurs et on transmet ce qu'on connaît, on transmet à la fois des ressources qui sont plus ou moins spirituelles, mais qui sont aussi des éléments qui viennent d'exercices de respiration ou de méditation qui permettent d'accéder à quelque chose en nous, peut-être d'un peu plus vaste. Voilà, ça c'est le grand tableau. Et après, en fait, dans le grand tableau, moi j'étais partie, comme plein de personnes, sur des yogas plutôt dynamiques, type Vinyasa, Ashtanga Vinyasa, voilà, des trucs un petit peu engagés et engageants physiquement. Et puis, en évoluant dans le microcosme parisien du yoga, j'ai découvert le yin yoga. Et il se trouve que quand je travaillais encore, il y avait un studio qui proposait des cours de yin yoga en musique live. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Bergabel, hein, qui est un des grands formateurs en yin et en yoga nidra en France, quand il était encore à Paris et qu'il l'enseignait dans ce studio. Et en fait, c'était assez génial parce que, euh, alors comme plein de personnes, moi, l'aspect un peu méditatif, c'est pas inné. En tout cas, moi, j'ai pas biberonné au ralentissement tout de suite et c'est quelque chose qu'il a fallu un petit peu cultiver. Mais vraiment, mon premier cours de yin yoga, ça a été un truc, alors peut-être aussi porté par la voix de Philippe, la manière dont il dispense, voilà, qui a un côté très euh, enfin, c'est vraiment une forme d'hypnose, en fait, la manière dont il guide. On rentre très vite dans des états un peu modifiés de conscience. Mais voilà, ça m'a fait un effet assez fou. Et je me suis dit, OK, le yin yoga, entre guillemets, je coche la case, mais j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ça parce que l'effet, en l'espace même d'une heure, je trouvais complètement époustouflant. Voilà. Et du coup, je me suis inscrite en première formation de Vinyasa Yoga auprès de Gérard Arnault, mais j'avais vraiment dans un coin de tête l'idée de faire plus tard des formations en yin yoga, mais en tout cas, j'ai continué toujours, en fait, dès que j'ai découvert ce yoga-là, à le pratiquer très régulièrement parce que c'était quelque chose qui m'apportait. Alors, souvent, se présenter en complémentarité d'eux, et en fait, c'est à la fois vrai et faux. Mais quelque part, ça m'a vraiment permis de sentir. Moi, je trouve que c'est une voie d'entrée énorme et relativement facile, même si le yin yoga, c'est pas facile, mais relativement facile pour les personnes qui ont plus de mal à se poser pour méditer. Parce que je trouve que c'est une méditation dans des mouvements, des espèces de flow très lent, parce qu'il y a des postures et l'air de rien, cette approche-là, je pense qu'elle facilite aussi l'entrée justement vers des pratiques qui sont plus contemplatives et qui sont moins accessibles quand on a le corps, il a besoin de bouger, le mental, il a du mal à se poser. Et du coup, c'est vrai que enfin, voilà, je trouve que pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée plus évidente que d'autres pratiques qui vont tout de suite imposer de rester figé et de plus bouger du tout, quoi. Et Donc je te voilà, rejoins donc le parce yin yoga, il est que arrivé comme ça un peu dans ma vie, un peu par hasard en fait, l'air de ouais, rien, mais, ouais. euh, mais ça a pris une place énorme et ça, je me doutais vraiment pas que ce serait aussi important pour moi dans mon enseignement et dans ma vie, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est vraiment une pratique, enfin, on va en parler, tout de suite après, tu vas nous le définir, mais c'est vrai que c'est une pratique, moi, enfin, moi, c'est un peu arrivé par hasard sur mon chemin et en fait, je suis quelqu'un quand même d'assez dynamique, il faut que ça bouge et cetera, enfin, et je passe vite d'une idée à l'autre, enfin, voilà et en fait, justement, moi, la méditation, c'était bon, pas forcément, quoique ça dépendait du contexte, mais c'était pas forcément mon truc et c'est vrai que je trouve que ça, le fait d'être dans quelque chose d'être dans le mouvement, en même temps dans la lenteur, il y a quelque chose de, enfin, ouais, en fait, j'allais dire, j'ai pas cette sensation de ne rien faire. Je sais pas comment dire. Pour quelqu'un qui a besoin d'être dans le faire, même si je me suis Mm. beaucoup calmée avec le temps, mais je trouve que tu as vraiment ce côté où tu sens que tu fais, mais en ne faisant rien. C'est bizarre. Et donc, du coup, je vais embrayer du coup aussi sur ma question. Comment tu définirais justement le yin yoga? Parce que finalement, c'est ça, c'est le mouvement sans le mouvement. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, parce que tu restes En quand même fait, dans les postures. Mm. ouais, c'est complètement ça. Il y a l'idée de retourner le mouvement à l'intérieur. Et Ouais. finalement, je trouve que là où, en fait, le yin yoga, il s'appuie sur à la fois une approche de yoga traditionnel indien, on va dire, mais aussi une approche taoïste et Ouais. potentiellement une approche un peu bouddhiste. Tout dépend un peu de qui
qui parle, quelles sont les bases de l'enseignant, on va dire. Mais grosso modo, le yin yoga, il est apparu dans les années 90 aux États-Unis. Ça émerge sur cette scène-là. Paul Grillet, qui est la personne qui a conceptualisé, on va dire, le yin yoga, a été initié à un yoga dit taoïste par un maître en arts martiaux qui s'appelle Paul Zink, et qui lui, en fait, lui a vraiment expliqué une approche énergétique taoïste qui est venue compléter un petit peu le bagage que lui, il avait en yoga, on va dire. Et en fait, dans l'idée, enfin, dans l'approche taoïste, dans la philosophie chinoise, il y a cette idée que le monde s'orchestre autour de la dynamique yin-yang, qui est faite à la fois de mise en mouvement à l'extérieur et retour du mouvement à l'intérieur. Et il y a vraiment cette dualité, on va dire, des énergies qui s'harmonisent en poussant soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Et finalement, là où je pense qu'il y a un truc qui est assez juste, et je vais avoir oublié qui dit ça, mais il y a un penseur qui a dit qu'en fait, l'être humain, il est yang par essence, entre guillemets. La dynamique yin, elle a besoin d'être apprise. C'est quelque chose qui est moins facile, entre guillemets, pour nous, parce qu'on est plus, bon, pas tous, hein, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas tous branchés pareil, mais globalement, on est un peu poussé à l'extérieur, on est poussé dans le faire, et après, on est aussi dans des cultures qui ne valorisent pas Non. tout ce qui est introspectif, tout ce qui est ralentissement. Parce qu'en fait, quand on se laisse être et quand on est dans ces démarches-là, ben, on n'est pas en train de produire. Et je pense que là, à l'heure actuelle, on est vraiment dans ce truc de... euh, enfin, en fait, nous, on est là, on est un maillon de la chaîne. Et dans ce maillon, ben, il a besoin de participer au mouvement général. Et le mouvement général, il est dans l'excès de production et au détriment de choses qui nous nourrissent, nous, profondément, en fait, C'est ça. et dont on Ouais. a besoin parce qu'en fait, globalement, si on vient pas un petit peu faire s'étendre autour à soi, si on n'est pas dans ces temps d'aller, enfin, si on va pas nourrir un petit peu son potentiel, il se délite, il s'abîme et puis finalement, la vie, elle perd son sens. Voilà. Globalement, je trouve qu'il y a un truc un petit peu de cet ordre-là. Ouais. Et en soi, la dynamique yin qu'on a besoin justement de cultiver, elle est au sein du yin, elle est au cœur complètement du yin yoga. Et toute la démarche du yin yoga, elle tourne justement autour de cette notion de ralentir. Et à la fois ralentir dans l'approche posturale, comprendre qu'on va chercher des étirements passifs qui ne sont pas forcés parce qu'on les tient beaucoup plus longtemps. Et finalement, il y a une espèce de retournement de démarche qui pousse dans le ralentissement pour mieux sentir que finalement, à l'intérieur, il se passe des choses et qu'en creusant ce sillon-là, on vient nourrir certaines parts de ce qu'on est qui ont besoin d'être stimulées, en fait. Voilà, donc j'ai peur de ne pas avoir complètement répondu à la question parce que je suis déjà partie un petit peu dans des trucs, Non, mais... non, mais c'est super intéressant et c'est ça. Mais ce que j'aime, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a une philosophie aussi derrière. Bon, tu vas me dire, dans le yoga en général, il y a toujours des philosophies derrière, mais c'est vrai que celle du yin yoga, en tout cas, m'a beaucoup parlé. Et tu vois, quand j'écoute aussi ce que tu nous partages, il y a ce côté où ça développe en quelque sorte et ça cultive, selon où on en est, entre guillemets, l'écoute fine de soi. Parce qu'en fait, tu vas écouter, et ce que j'aime aussi, c'est ce côté où tu ne vas pas forcer, es vraiment à l'écoute en fait pour accompagner le corps. C'est-à-dire que tu pousses pas, il n'y a pas de notion de performance. C'est-à-dire que tu vois, je vois bien, il y a des jours avec, il y a des jours sans. En fait, une même posture, selon le moment où tu vas le faire, bah, ce sera pas la même chose. Et c'est là où tu te dis, tiens, tu peux pas dire, tu vois, pas, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais par exemple, tu vois, quand tu vas faire par exemple du tennis, tu vas dire, bah tiens, j'ai progressé, etc. Le yin yoga, c'est pas comme ça. C'est vraiment, ça dépend de beaucoup de paramètres et c'est vraiment en lien avec l'écologie intérieure, je trouve, tu vois, enfin. Ouais. Oui, oui, Mm, complètement. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, là où tu as plein de yoga qui vont te pousser dans un archétype postural en disant bah, il faut que ta posture elle ressemble à ça pour qu'elle soit ça, aboutie, en yin yoga, il y a vraiment l'idée que c'est pas le corps qui s'adapte à la posture, c'est le contraire en fait. Et oui, finalement, tu viens incarner cette énergie de la posture, peu importe l'amplitude de ton mouvement. Donc il y a c'est ça. vraiment ce truc de
Et puis, ça te permet aussi, enfin, bon, ça fait un peu sauter plein de choses quand tu fais. Moi, je sais que ma première, j'ai fait une formation avec Bernie Clark en yin yoga, et je suis repartie de cette formation en me demandant comment j'allais pouvoir enseigner derrière, parce qu'on a cassé finalement, tout ce truc des postures et de cette manière de les appréhender qui est très stricte et très rigide que tu as en hatha, en vinyasa ou autre. Bah là, elle est complètement explosée. Et finalement, c'est vrai c'est un autre contexte de pratique. Et je pense il y a aussi une justesse dans l'approche parce que du coup, tu te rends compte que chaque personne va pouvoir exprimer chaque posture à partir du moment où tu comprends que la posture, finalement, c'est une direction de mouvement et C'est c'est ça. pas parvenir à une certaine amplitude. Mm. L'amplitude, on s'en fiche. L'idée, c'est comment la personne la vit et comment elle arrive à s'organiser autour pour bah, voilà, l'exprimer dans son corps. Et finalement, je trouve que ça renvoie aussi à la question euh, de l'individu et puis de finalement ce foisonnement, cette richesse du monde qui fait que, enfin, euh, qui s'exprime dans le fait que bah, on a tous des aptitudes différentes et que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de tous faire exactement les mêmes choses de la même manière que c'est pas juste de les faire pour soi en fait. Donc, Exactement. euh, donc voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a le rapport en fait au ralentissement, il vient nourrir toutes les facettes de l'être parce que par le biais des postures, tu vas finalement aller nourrir et solliciter d'une manière bien spécifique les tissus profonds, les tissus conjonctifs pour leur permettre de développer du potentiel, on va dire. Mhm. Mais il n'y a pas l'idée de croissance dans le sens C'est ça. où, moi, je l'entendais au début, tu vois, je pensais vraiment la pratique du yin yoga, elle va me permettre d'être plus souple pour mes pratiques dynamiques. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Elle alimente des choses, elle vient nourrir des choses, mais l'idée, dont bon, je me suis assez vite détachée aussi, c'est que euh, ton corps, il a un potentiel de mouvement, mais vouloir à tout prix atteindre des extrêmes en mobilité, c'est pas forcément très intéressant. Et bon, après, quand tu pratiques depuis longtemps et que, enfin bon, je pense que tous les profs et tous les pratiquants réguliers finissent par se faire des petits bobos à droite à gauche parce qu'il y a quand même un moment où tu es un peu tenté et tu forces et tu vas trop loin. Mais je trouve que l'approche du yin yoga, elle te permet aussi de réaliser qu'en fait, il y a un espèce de spectre. Tu vas un spectre dans le mouvement, un spectre dans la mobilité. Et il y a cette justesse des taoïstes, si tu veux, qui euh, part du principe que le processus, la dynamique yin-yang, c'est un constant renouvellement, c'est des cycles, c'est des marées hautes, des marées basses, mais tout ça, ça revient continuellement. Et en fait, Mm. quand tes marées énergétiques, elles vont très haut dans les tours, un grand temps yang, on va dire, sera contrebalancé par un excès en yin. Tu vois, à partir du moment où il y a de l'excès dans une direction ou dans une autre, il y a des choses qui vont se produire qui vont pas être très confortables. Et Mm. en fait, quelque part, les Chinois, ils naviguent un peu à vue pour éviter qu'il y ait trop de remous, parce que l'existence, bah, elle est faite de ces remous et l'air de rien. C'est bien d'essayer de temporiser un petit peu, d'être dans du raisonnable des deux côtés pour éviter bah, voilà, que l'excès potentiellement déclenche des choses qu'il va falloir gérer derrière et qui vont pas être forcément appréciables en fait. Donc, je trouve, voilà, il y a aussi cette manière de lire, entre guillemets, Ouais. un petit peu. Et l'air de rien, le fait de ralentir et de se poser, euh, pour les gens, si tu veux, je pense, les premiers temps d'une pratique de yin yoga, ou en tout cas l'exploration du yin yoga, ça peut aussi être une confrontation assez colossale. Finalement, le fait de ralentir, bah, ça permet aussi de révéler des choses qui vont pas forcément être évidentes à gérer. Et il y a des gens, enfin moi je connais des personnes assez proches qui m'avaient entendu plein de fois parler d'yin yoga, qui comprenaient le concept général, et puis qui se sont retrouvés sur le tapis à vivre dans leur être ce que c'est que de faire une pratique de yin et qui s'attendaient pas du tout à ça en fait. Parce que bah, ok, tu ralentis, tu te poses dans les postures, mais potentiellement, au niveau du mental, au niveau des émotions, il y a des choses qui émergent, quoi. Et si t'es pas un peu préparé à ça, ça peut être un peu rude. Ah, je pense, effectivement, je pense. Je pense que je t'ai déjà initié tu vois, justement à cette écoute intérieure. Donc, du coup, effectivement, moi, j'ai pas été bousculée à ce niveau-là. Mais je pense, par contre, ce que j'ai trouvé extrêmement puissant, entre guillemets, c'est que, en fait, ton mental, parce que moi, pour que j'ai l'esprit qui ne pense plus, c'est quand même une victoire.
Et Mm. tu vois, en yin yoga, comme tu es concentré sur ta posture à ce moment-là, et justement cette écoute intérieure, tu es vraiment, au lieu d'avoir le regard à l'extérieur, tu es vraiment le regard à l'intérieur. En fait, c'est reposant parce qu'en fait, tu es vraiment de toi avec toi, entre guillemets. Et c'est comme si à un moment donné, le mental, à un moment donné, alors c'est pas toujours le cas, mais il y a des fois où tu arrives vraiment à ce moment où il y a, c'est vide, mais vide dans le bon Ouais. sens, tu vois. Je m'entends, mais dans le côté où tu es juste dans une intériorité qui est hyper ressourçante, en fait. Mm. Ouais, moi, enfin, quelque part, je pense que ça nous permet aussi de toucher à un truc un peu profond, justement. Bon, moi, souvent, j'appelle ça le témoin, mais finalement, d'accéder à cet espace en nous où tout est un peu calme et tranquille et posé et Ça, apaisé, et exactement. où tu peux sentir éventuellement des petites émergences de pensée, des trucs, mais c'est Bien un sûr. peu détaché de toi, en fait. Il y a Ça, voilà, accéder à cette zone, entre guillemets où bah, tu t'aperçois que tu es confortable et que ça fait du bien aussi de venir se ressourcer là. ça. Et je trouve que c'est assez puissant aussi de se laisser porter par ça parce que souvent on est chahuté, on est plus enfin, entre guillemets, on peut se retrouver un peu plus en surface et un peu pris dans, tu vois, dans des tourbillons C'est ça, voilà, de ouais. trucs Ouais. qui Ouais. sont pas forcément évidents à, Mm. enfin, à assumer ou à gérer, quoi. Mm. Et puis Mais c'est vrai que ça voilà. fait te reconsidérer aussi le rapport au temps, parce que comme justement, et comme le titre de ton livre, l'éloge de la lenteur, mais c'est vraiment ça, tu apprends, et ça c'est vrai que j'ai eu du mal au début, c'est faire les mouvements avec la lenteur, parce que c'est vrai que c'est ça aussi, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on a pu être habitué, en tout cas nous, en Occident, tu vois, je sais pas si c'est le cas de toutes les cultures, mais en tout cas la nôtre, tout va très vite, faut aller vite, enfin, et c'est vrai que là, Ouais. tu... Bah, de toute façon, enfin, à la fois, il faut aller vite mentalement. Enfin, je pense qu'il y a une vraie dichotomie, entre guillemets, T'as raison. entre ce qu'on réclame enfin, ce qu'on réclame, ce qu'on impose au corps aujourd'hui, où plus Mm. ça va, plus on est sédentaire, on est assis sur des chaises. Enfin, tu vois, là, présentement, plus c'est le cas. Bon, je suis en tailleur, mais quand même, je suis assise sur une chaise. Mais on est vachement statique, en fait. Les corps, ils sont en souffrance à cause de ça. Enfin, on est fait pour tu vois, c'est là où finalement le yin yoga, c'est aussi un peu c'est intéressant. Ben, moi, l'approche, je vais pas du tout la remettre en question, mais je pense que c'est intéressant de ralentir et de d'imposer au mental, entre guillemets, ce ralentissement. Maintenant, le corps, lui, au contraire, hein, il a besoin d'être projeté à nouveau dans du mouvement, dans quelque chose Mm. de plus fluide, même par rapport enfin, par rapport à la respiration. Enfin voilà, il y a vraiment un truc qui ne matche plus entre ce qu'on impose au mental, qui est juste excessif dans les sursollicitations. En plus, on a un cerveau qui est formaté pour réagir, hein. Du coup, enfin voilà, et plus ça va, et plus on a du mal à se recentrer, à se concentrer. Ah, Et l'air de rien, je trouve que la proposition du yin yoga, elle impose aussi un contexte dans lequel bah, il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de vraiment. sollicitation, on s'oblige Mm. mentalement à ralentir. Et ça, c'est important justement pour retrouver un rythme qui est plus juste par rapport à ce qui nous fait du bien, en fait. Après, par rapport au corps, bon, c'est cool de faire du yin yoga. Je ne vais pas dire le contraire, mais par contre, c'est ultra essentiel d'avoir des activités physiques, Ah, mais ben, ne clairement. serait-ce que de marcher, monter les escaliers plutôt que de prendre des escalators, enfin, des trucs de base, mais en fait, voilà, de se dire, ben, le mouvement, il est, il est lié à la vie, en fait. De toute façon, tout ce qui se fige à un moment donné, ok, c'est important que ça ralentisse, mais l'air de rien, le ralentissement en yin yoga, il te permet aussi de mieux sentir la pulsation du vivant. Et moi, je trouve que c'est un bon biais pour réaccéder à l'observation de sa respiration, Ouais. sentir un peu ce qui se met en mouvement à l'intérieur du corps quand tu t'immobilises, mais parce qu'en fait, c'est jamais, t'es pas tu te transformes pas en caillou, en fait, hein. Donc, tu vas Non. sentir justement. Non, mais parce que tu pourrais avoir. Enfin, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui pourraient imaginer que tu fais la statue. Mais en fait, c'est une statue qui respire. Donc, en fait, Il tu sens bouge. plein de Ouais. choses. Mm. Donc, voilà. Peut-être aussi se dire que c'est une manière un peu subtile de percevoir ces forces de vie. Ouais. Tu vois, ce qui nous anime et ce qui a peut-être besoin bah, d'être un peu stimulé aussi. Et de se dire, bah, le corps, il est en peine. Enfin, voilà, vraiment. Je pense qu'il y a un truc là de enfin, bon, je pense que c'est un des enjeux dans des décennies à venir, c'est de trouver un biais bah, pour que les gens rebougent, quoi, parce que enfin, là, ça va être une question de santé publique.
Complètement. Voilà, donc je pense que c'est important aussi de se dire, c'est cool de ralentir par le biais du yin yoga. Ça a des vraies vertus pour le corps et pour l'esprit. Maintenant, on est déjà très yin dans l'approche. Enfin voilà, il y a trop de yin pour le corps et ça peut être bien de se dire, ben, c'est important d'équilibrer et justement de trouver Complètement. un Ouais. contrebalancer avec du mouvement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait juste penser aussi à quelque chose où je trouvais ça aussi intéressant dans le yin yoga en t'écoutant. Alors, je rétropédale un tout petit peu, mais tu vois, où finalement, et ce que tu disais, il y a du mouvement même dans le côté statique, quand tu parlais justement du côté caillou, parce qu'effectivement, tu vas pas rester en la position à attendre, enfin, ce serait, c'est qu'en fait, tu vois les mouvements. Et je trouve que, tu vois, je fais le lien avec ce qu'on peut vivre parfois dans le quotidien, où parfois on peut se dire, oh là là, mais c'est affreux, enfin, tu vois, tu es submergé par quelque chose, et c'est humain, mais en fait, je trouve que le corps te montre bien ce qui se passe aussi à l'extérieur, c'est que tout est mouvement, parce qu'il y a des fois où tu peux sentir que c'est pas facile, et tout d'un coup, il y aura une respiration, il y aura quelque chose qui va se passer dans le corps, et ça va Mm. mieux, alors qu'en fait, en réalité, tu n'as rien fait. Tu n'as été juste que dans la posture, mais simplement, ça a évolué. Et ça, je trouve ça énorme. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment à vivre. Tu dis waouh. Et tu dis, en fait, au final, à l'extérieur, c'est pareil. Parfois, vaut mieux parfois ne pas résister, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, ça se remet en mouvement. Bon, après, voilà, je Ouais. ne dis pas, l'idée n'est pas de se transformer en Bouddha, mais, mais je trouve ça hyper intéressant dans cette pratique-là, par exemple. Mm. Oui, Ouais. complètement. Et, euh, et justement, même si on en a un petit peu parlé au détour de cette conversation, mais au-delà des bienfaits physiques, comment le yin yoga peut-il devenir finalement un chemin de connaissance de soi et d'ouverture de conscience? Parce que le yoga, c'est comme quand on parlait dans ton livre, il y a cette notion d'éveil de conscience qui est derrière, en fait, qui est en arrière-fond. Alors, comment ça peut participer à ça? Euh, alors, je me dis toujours, enfin, je sais pas, je pense que je vais peut-être avoir plusieurs réponses, mais je pense que c'est important d'avoir un bon guide parce que parce qu'on va prendre peut-être cette image un peu simple, mais si tu es dans le noir et qu'on te montre pas, qu'on t'explique pas comment trouver la lumière, peut-être tu Ouais. vas tâtonner longtemps avant de comprendre Oh, ou dans quelle direction te diriger. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'avoir un peu euh, pas des maîtres, mais voilà, de suivre un peu des enseignements. Moi, vraiment, enfin, j'en ai eu plusieurs, mais je pense que encore une fois, Philippe Bergabel, il a été hyper important pour moi au début. Après, j'ai rencontré Bernie Clark et j'ai suivi sa formation, je suis ses cours en ligne et j'ai lu ses ouvrages. Et l'air de rien, euh, alors Philippe, il a été formé par Bernie aussi, hein. Pour ça, bon, c'est un truc très, on est quand même dans la même lignée. Mais je pense que si je les avais pas eu eux, parce que j'ai pris d'autres cours avec d'autres profs de loin en loin et ça résonne pas toujours pareil en fait. Et c'est vrai qu'il y a parfois des profs qui sont plus dans des approches un peu, j'allais dire austères, hein, c'est pas très juste, mais qui vont moins parler, qui vont. Moi, je parle beaucoup quand je guide parce que je m'impose, entre guillemets, je propose, on va dire plutôt, un thème à chaque séance et j'aime bien l'idée que au cours de la séance, je vais apporter des petits éléments d'information, en tout cas de ma perception des choses, parce qu'encore une fois, hein, j'estime que c'est une vision qui est, qui est ce qu'elle est, hein, mais après, je considère pas forcément détenir la vérité. Je pense qu'il y a plein de vérités et qu'en fait, on s'accorde tous en fonction bah, de nos sensibilités. Voilà, il y a des harmonies qui se font et puis d'autres qui se font pas. Et puis en fait, bah, c'est ce qui fait aussi la richesse du monde, hein, encore une fois. Sinon, ce serait triste à pleurer hein, si on était tout à tous fait. branchés exactement pareil. Bon, voilà. Mais voilà, mais donc moi j'aime bien proposer mon approche et c'est vrai que j'ai tendance à pas mal accompagner les gens par la parole parce qu'en plus je pense que entre guillemets c'est peut-être plus facile comme ça que voilà si on te dit bah fais la posture comme ça puis t'attends que ça se passe. Ah ouais. Au début, en tout cas moi je pense que pour un débutant c'est peut-être moins évident à moins d'être vraiment d'avoir de grandes facilités justement à s'auto-gérer on va dire. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir une espèce de guide un peu dans la lumière. Enfin, voilà, d'amener de la lumière pour que les gens comprennent un petit peu dans quelle direction aller. Maintenant, la question euh,
ce que ça a nourri chez moi, tu vois, là, du coup, je fais un petit pas de côté aussi, mais comme je suis en train d'écrire la conclusion de mon nouveau livre sur le yin yoga, j'étais dessus ce matin. Et justement, j'ai abordé cette notion-là parce que je pense que moi, ce que ça a ouvert, c'est plus quelque chose de plus simple dans l'approche du yoga en général. Parce que je pense que quand j'ai commencé, bon, tu vois, j'ai lu un petit peu les grands textes du yoga et puis j'attendais un peu pas le samadhi, mais bon, un truc un peu comme ça, un peu énorme. Et je pense que je l'attends plus du tout, ce truc énorme, parce que je pense que la justesse du yoga, pour moi, aujourd'hui, elle est dans les petites choses. Et elle est plus dans les pulsations un peu subtiles du vivant et dans le fait d'observer dans le quotidien des petits éléments un peu, pas, bah ouais, la petite magie du rien, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça que le yin yoga a un petit peu révélé chez moi et à affûter un peu cette sensibilité justement à tout ce qui est de l'ordre du pas grand-chose qui fait beaucoup en fait. Mhm. Parce que je pense que si on attend trop de choses très waouh, Mhm. derrière il y a beaucoup de déceptions. Et puis en fait, quand tu as des moments waouh, quand tu retombes dans le pas grand-chose, tu es moins bien. Et tu vas attendre le nouveau, tu vois, coup un peu, voilà, avec des grandes montées émotionnelles. Alors que je pense que tu peux vraiment cultiver dans des petits pas grand-chose beaucoup de plaisir en fait dans la vie de tous les jours. Et je quand même, c'est dans la vie de tous les jours que, bon, en tout cas, moi, je passe une vie plutôt tranquille et je suis pas dans la quête de grandes sensations. Enfin, j'ai pas besoin d'une adrénaline à fond Ouais. les ballons tout le temps. Mhm. Je pense que je suis quand même de base quelqu'un de plutôt calme, plutôt cartésienne hein, quand même. Mhm. Et, euh, et je pense que ouais, j'ai, je pense que j'ai développé cette appétence justement pour ces petites choses-là. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans la pratique parce que l'air de rien, dans le subtil et dans le fait de mieux sentir, je pense qu'on est un peu plus vivant en fait. Et l'air de rien, euh, on est un peu éveillé au quotidien parce qu'on est attentif à la vie qui défile, parce qu'elle s'arrête jamais. Et si on attend d'avoir tout réuni pour Ouais, vraiment clairement. se mettre à vivre, je pense qu'on va passer à côté de l'essentiel. C'est clair. Ouais, Donc ouais, voilà. ouais. Et c'est vrai que ça fait revenir du coup à l'essentiel aussi, tu vois. Ça fait revenir à ça. Ouais, à l'essentiel. Bah oui, parce que enfin, je sais hein, que j'ai eu des moments dans ma vie où, plus jeune, hein, tu vois, j'étais un peu continuellement dans l'attente de l'étape d'après. Et je me rappelle que je pense que c'est l'année où je passais mon bac. Je sais plus ce que je disais à ma mère, mais bon, que j'attendais d'avoir tel truc pour. Et elle avait eu ce mot assez mignon parce que maintenant, avec le recul, je me dis, bah, en fait, c'était hyper juste. Mais elle m'avait dit, mais tu sais, Amélie, la vie, c'est maintenant. Et ça m'avait fait bizarre parce que à la fois, je pense que à ce moment-là, j'étais pas d'accord. Et en fait, bah si, c'est maintenant, quoi. C'est pas, Ouais. tu sais pas, en fait. Mhm. Et je suis hyper contente parce que je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que ma fille, qui a 15 ans maintenant, bah, elle est déjà branchée comme ça, en fait. Et je trouve ça cool parce Ah, que, c'est chouette. ouais, parce qu'elle est pas dans, voilà, elle profite maintenant et je trouve ça chouette qu'elle soit pas encore une fois, dans des projections, tout de suite, c'est pas bien. Bon, après, peut-être que avec son père et puis du fait de ce que je fais, l'air de rien, on laisse entendre des choses qui font qu'elle a développé ça. Mais je trouve ça chouette et je pense que c'est hyper important parce que, voilà, d'être capable de s'adapter aux situations aussi parce que tout est changeant et tout est fluctuant. Exactement. Et l'air de rien, tu vois, enfin, je pense que c'est aussi. J'ai lu énormément. Genre, tu vois, je parlais des enseignants. Donc, à la fois les enseignants, mais il y a aussi l'accompagnement des livres. Moi, tu vois, en plus, bon, volontairement, je me suis pas mise face à mon bureau parce que le décor derrière, en plus, c'est pas joli. Donc, voilà. Enfin, face à moi, là, présentement. Mais les livres, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment un truc de. Je pense que euh, même si ça reste une vision parcellaire, tu vois, d'une Bien sûr. pensée ou voilà, d'une transmission, ça permet quand même d'avoir des petites. Enfin voilà, c'est des passeurs aussi, les livres. Et je pense Mm. que, enfin, en plus, bon, à l'heure actuelle, pense que c'est d'autant plus important de rester en lien Je pense avec, aussi.
Ouais, je te Voilà. rejoins. Mm. Donc, non, non, franchement, les mots, le pouvoir des mots, pour moi, c'est un truc, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est hyper puissant, l'air de rien, et que sans le langage et sans cette subtilité un petit peu que de l'accompagnement, eh ben, il y a plein de choses qui sont un peu stériles, en fait. Ouais, Et je complètement. pense que les gens qui sont pas, c'est pas enfin, armé, c'est peut-être pas le bon terme, mais si t'as pas développé ça, l'air de rien, ta pensée, elle reste un peu coincée et incapable de s'exprimer, de sortir clairement. Et je Mm. pense que ça génère aussi de la souffrance. Et, et je pense que ce qui fait aussi que la force du partage et puis la force des lignées, bah, c'est ce lien en fait enfin, voilà, ce lien de communication, ce lien de partage, mais qui nous rassemble là tous vivants autant qu'on est, mais qui nous relie aussi bah, aux penseurs passés et puis enfin, voilà, à l'humanité dans son entièreté entre guillemets quoi. Ouais, complètement, je te rejoins totalement. Et pour conclure, quelle est la chose qui t'aide le plus à naviguer avec justesse dans ta propre vraie vie aujourd'hui? Ah ah. Euh, la respiration. Ouais, je pense que je pense que l'air de rien, alors ça, c'est pas propre au yin yoga, hein, c'est propre au yoga, mais le pranayama et le fait que je suis persuadée il y a un truc dans le souffle qui est hyper puissant et qui peut nous emmener très très loin. Et je pense que le fait d'être attentif et de revenir vers la respiration et de se poser là-dessus, même sur des petits moments de, tu vois, ouais, je pense que ça, c'est un peu, c'est un peu essentiel. Et je pense que c'est un truc assez intuitivement maintenant, enfin, je tends vers ça assez facilement. Mm. Donc, ouais, C'est vrai que ça, tu partages pas mal, enfin dans ton premier ouvrage, en tout cas le Yin Yoga et l'Éloge de la lenteur, justement les différentes techniques de respiration aussi. oui. Mm. Alors, j'en avais mis un peu. J'en ai remis aussi dans le prochain livre des choses hyper simples parce que je sais enfin, il y a plein d'exercices qui sont un peu ardus, qui peuvent être hyper intéressants pour plein de raisons. Mais je pense vraiment qu'en faisant des choses très basiques par rapport à la respiration, on peut vraiment bah, accéder enfin, ouvrir cette porte. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'accéder à cet espace en nous de calme et respirer par le nez, respirer de manière assez basse, l'air de rien, laisser de l'espace au diaphragme, qu'il y ait des choses qui circulent. Bah, en fait, tu vois, on parlait aussi du fait de sentir le flux, l'impulsion de vie et tout, bah, juste ça, en fait, le fait qu'on respire. Et on respire 21 000 fois par jour et des respirations vraiment conscientes, on en a assez peu. Bon, dans toute... je pense qu'il n'y a pas une séance de yoga où je ne parle pas de respiration. Et tu vois, que ce soit dynamique ou yin, j'ai toujours des temps où vraiment j'invite les gens à observer, à sentir et à se relier à ça parce parce que je pense que je pense que c'est un bon moyen de se relier à justement ce qu'on recherche, que ce soit interne ou externe, peu importe. Mais, mais je suis sûre qu'il y a une clé là-dedans. Mm. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi aussi, ça, c'est quelque chose que je pratique. Alors, pas depuis des années, mais que j'ai intégré effectivement les fois où juste tu respires en conscience, mais juste quelques respirations, quoi, mais plusieurs fois dans la journée. Et en fait, ça fait du bien. C'est vrai que sans intention particulière, mais je trouve que ça fait du bien, ça te recentre déjà. Pourtant, enfin, c'est pas un exercice de dingue, hein, respirer en soi, mais c'est juste apporter ton Ouais, attention, quoi. mais Mm. non, tu sais, tu dis ça et à la fois, je pense que enfin, quand c'est accessible, quand c'est quelque chose que tu as appris à entretenir, tu te dis Ouais. c'est pas un exercice de dingue et il y a plein de gens pour qui tu te rends compte que bah, déjà respirer par le nez, c'est pas forcément évident. Avoir une respiration diaphragmatique, laisser le ventre gonfler, c'est pas évident. Et Ouais. enfin, moi, j'en vois hein, des gens qui sont dans des respirations très hautes et Mm. courtes, qui respirent par la bouche Mm. puis qui sont pas bien dans leur respiration en fait. Mm. Et l'air de Ouais, c'est rien, vrai. tu pars du principe qu'on est un organisme, parce qu'on est Mm. un organisme,
qui doit respirer. Si tu respires mal, tu dis bah forcément t'es pas bien si t'as pas une Mm, respiration profonde et nourrissante et mm. ressourçante. Donc, Ouais, c'est vrai. Mm, donc voilà, donc je pense que enfin, tu vois, un de mes premiers formateurs en yoga nous avait raconté qu'il avait donné des cours à un monsieur qui était paraplégique, bah, du coup, il faisait que de la respiration. Et en fait, il a appris énormément auprès de cette personne, mais parce que ça l'a aussi obligé à se projeter sur une autre manière d'aborder le yoga, puis de se poser la question de bah, c'est quoi le yoga? Parce que est-ce que le yoga, c'est un travail postural? Est-ce que c'est enfin, tu vois, comment tu te positionnes par rapport à ça. Et bah, peut-être se dire qu'à partir du moment où on peut respirer, on peut faire du yoga, déjà, on a une petite idée de ce qui est important et ouais, c'est essentiel dans le vrai. yoga, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, un grand merci pour notre échange. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. Donc, vraiment, merci pour ça. Bah, merci à toi encore une fois pour l'invitation et, euh, et à bientôt. Et à bientôt. De toute façon, il y aura les liens qui renverront vers tes deux ouvrages. Alors, le prochain un peu plus tard, puisqu'il sortira, je crois, le mois d'octobre, il me semble. Oui, si tout C'est va ça. bien, il sort Ouais. mi-octobre. Ok. Donc, pour les personnes qui découvriront le podcast à ce moment-là, ben, du coup, d'ici là, il y aura le lien. Et pour nos auditrices et auditeurs, donc si vous pouvez rejoindre la Flow de Sophie, donc c'est ma newsletter pour mieux comprendre ce qui se joue dans vos relations et agir autrement. Pareil, il y aura le lien en description. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou le partager autour de vous. Ça aide énormément à le faire connaître. Alors merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.